Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Sahara marocain, terre de lumière et d'avenir, c'est le titre du nouvel ouvrage de Jean-Marie Haït. Un livre qui a pour ambition de permettre à tout un chacun de découvrir les réalisations accomplies au Sahara marocain et de mettre en lumière la richesse de la culture marocaine à travers l'affluent sahraoui. Repères historiques, les provinces du Sud, un étonnant potentiel, des infrastructures qui boostent les aménagements et les développements. Sahara marocain, hub atlantique et leader d'une Afrique prospère, ce livre de 352 pages se décline en 6 chapitres, un ouvrage qui offre un nouveau regard sur la dynamique de développement actuelle en cours dans les provinces du Sud. On va justement en parler avec vous, Jean-Marie Haït. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, vous êtes écrivain et enseignant-chercheur. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Je vous remercie par votre invitation et je suis là avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors, ça s'inscrit dans une continuité. J'avais eu la chance et l'honneur de pouvoir écrire précédemment, il y a 5 ans, un autre livre sous Sa Majesté, Mohamed VI, Action et Ambition, pour les 20 ans d'accession au règne de Sa Majesté. Et aux réactions que j'ai observées à la suite de la parution de ce précédent livre, il y a eu évidemment énormément de réactions positives, constructives, et puis des réactions d'étonnement en me disant « mais comment, toi qui es un grand défenseur de la question des droits de l'homme au Conseil de l'Europe et dans les institutions internationales, tu peux écrire un livre comme ça ?» Et je me suis dit « mais il doit y avoir une méconnaissance particulière pour dire des choses pareilles, ou une actualisation qui manque ». Et cette actualisation s'est confirmée aussi quand j'ai l'occasion de rencontrer les Marocains du monde à travers les organisations des Marocains du monde et un certain nombre d'amis. Et je me rends compte que s'ils ont des liens familiaux, des liens de proximité plus ou moins proches selon la génération, eh bien, il y a un manque, il y a un certain nombre de méconnaissances, des évolutions récentes qui sont produites. Et je me disais, il faut que l'on puisse compenser de façon simple, ne pas entrer dans un débat universitaire, mais même si la démarche, elle le reste, mais permettre une connaissance approfondie de tout ce qui s'est développé pendant ces dernières années. Donc c'est la motivation première. Après, il a fallu aller sur le terrain, parce que je ne suis pas pour écrire uniquement à partir de documents et de recherches universitaires, mais en contact direct avec la population. Et c'est le fruit de ce travail théorique qui a ensuite donné naissance à l'écriture. Et comment s'est passée donc cette expérience sur le terrain, justement, au contact de la population ? Alors, cette expérience, pour moi, elle a été formidable parce qu'enrichissante. C'est-à-dire que j'ai rencontré une population que je ne connaissais pas vraiment. J'avais eu l'occasion à travers, lorsque j'étais par exemple comme observateur des élections en 2021, législatives et régionales, j'avais rencontré un certain nombre de personnes, j'avais été étonné par les résultats, le fort taux de participation et de résultats du scrutin. Et du coup, j'ai été invité par des familles et j'ai pu échanger librement. J'ai bien sûr rencontré les institutions et tous les hauts représentants qui ont pu me donner un certain nombre d'informations sur les travaux, les objectifs, etc. Mais les gens du terrain ont pu porter leur regard complémentaire. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Par exemple, je prends un simple exemple, la question du thé. Parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce qui unit les Marocains de l'ensemble du royaume ? Et j'ai dit spontanément, c'est le thé. Et on me disait pourquoi ? Je dis parce que c'est unique, mais en même temps, c'est diversifié, c'est spécifique à chaque région. Et lorsque j'étais dans les provinces du Sud, on me dit, ah oui, mais le thé ici, c'est pas le thé que vous trouvez au nord. Il y a le rituel, il y a duré. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration maintenant, mais ça a été très, très proche et très enrichissant. Et c'est ça que j'ai essayé de traduire à travers les différents aspects du livre. À travers ce livre, que je tiens d'ailleurs entre les mains, donc on rappelle le titre, Le Sahara marocain, terre de lumière et d'avenir. Donc cet ouvrage qui se penche sur les réalisations accomplies au Sahara marocain. Donnez-nous des exemples.
Alors, elles sont multiples. Je crois que celui qui a fait la préface ne m'en voudra pas, Monsieur Zapatero, de dire qu'au départ des Espagnols, il n'y avait rien ou pas grand-chose sur le terrain. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ça a complètement changé. Moi-même, entre les toutes premières fois où j'ai eu l'occasion d'aller à Darla et à Laayoune, et aujourd'hui, moi-même, j'ai vu les évolutions, les constructions sortir de terre. Et on a évidemment aujourd'hui, alors on en parle beaucoup, on a les constructions à Darla du port, du hub, donc Darla Atlantique, qui est cette voie ouverte, cette nouvelle autoroute vers l'Amérique, mais en même temps, cette ouverture vers les pays du Sahel et vers l'Afrique de l'Ouest. Et ça me paraît important, parce que, si vous voulez, ces évolutions, ces ouvertures, c'est la volonté de Sa Majesté de ne pas se limiter à un territoire que l'on fait revivre, mais aller au-delà. Et donc ces constructions, c'est à partir des produits naturels, c'est-à-dire l'énergie de façon générale, le solaire, l'éolien, entre autres, la possibilité comme ça vient de se faire, de réaliser la production électrique pour le Royaume-Uni. 8% des besoins du Royaume-Uni viennent du Maroc. C'est renoué avec des anciens liens Maroc-Royaume-Uni. C'est également toutes les productions céréalières, enfin, pas céréalières, mais je veux dire de production, comment ils appellent, des tomates et des oléagineux, etc., qui se font grâce au soleil. C'est la transformation de l'eau par la désalinisation pour pouvoir arroser. Et puis alors, il y a une quantité de choses. La liste, elle est importante, mais ce sont des réalisations qui étaient possibles et qui sont en train de se réaliser. Et justement, quel regard vous posez sur ces dynamiques actuellement en cours au Sahara marocain? Alors je crois que la dynamique, elle est d'abord directement, elle impacte directement le Sahara marocain et la population qui y vit à tous les niveaux. Si on prend par exemple au niveau de la formation, la création du CHU de Laayoune, la formation des médecins, les classes préparatoires, qui auraient eu pensé il y a 10 ans seulement qu'on aurait dans les provinces du Sud des classes préparatoires aux grandes écoles qui se feraient sur ces provinces. C'est inimaginable. Donc tout ça fait que ça transforme ce territoire. Ça, d'une certaine manière, ça réoriente complètement sur l'échiquier international la position globale du Maroc à travers ces évolutions, à travers le lien et l'africanité souhaitée par Sa Majesté en termes de rappel, en disant le Maroc est lié à des pays européens, différents pays, mais aussi est bien implanté dans sa marocanité, dans son africanité. Je me suis trompé de terme. Et ça paraît important pour ces constructions, cet avenir. Donc on construit l'avenir de façon active et j'ai presque envie de dire de façon rapide, globalement. Donc un avenir dont on va parler tout à l'heure justement, mais avant cela, on va se concentrer sur cet ouvrage, la manière dont il a été structuré. On parle de 352 pages, je le disais tout à l'heure, décliné en 6 chapitres. Comment vous avez structuré cette histoire que vous racontez dans ce livre? Alors, il y avait des choix à faire. Et comme je le disais, l'écriture de ce livre est entre les deux extrêmes, c'est-à-dire le travail académique d'un écrit que l'on fait et le résultat d'un Globetrotters guide touristique d'autre part. Donc essayer de trouver quelque chose ouvert au grand public, abordable par le grand public et par l'image et par le texte. Ça, c'est important parce que l'objectif, c'est permettre de poser un autre regard, permettre que tout un chacun puisse dire « Ah bah tiens, à travers ça, je vais par moi-même aller voir ce qui en est et pas me contenter simplement de ce qui est dans les livres. » Effectivement, beaucoup d'illustrations. Voilà, dans ce donc livre. c'était la volonté générale. À partir de là, c'était est-ce que je parle de l'histoire ou pas? Vous avez commencé en tout cas par les repères historiques. Finalement, c'est les repères historiques que j'ai posés, mais sans entrer dans un débat de politique politicienne. Ce n'est pas mon rôle en tant que tel, même si on a tous nos idées bien arrêtées sur les perspectives. Je crois, mais c'est de dire, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées, et si je peux me permettre de dire le Sahara marocain, je l'affirme en tant que tel à travers les travaux des collègues chercheurs et historiens qui, depuis longtemps, à travers les archives également, font qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. On ne va pas rouvrir ce débat qui a été un faux débat. Donc,
mais on rappelle les éléments historiques. Ça paraissait important. Ensuite, une fois que les éléments historiques sont casés, c'est le cadre, c'est de pouvoir démontrer qu'à travers les différents domaines des développements qui existent, les domaines... Alors, les domaines, certains sont évidemment plus larges que les provinces du Sud parce que ça concerne tout le Maroc, hein, mais les domaines aussi bien, comme je disais, des productions en tout genre, des productions agricoles, des productions de tout ce qui est les produits de la mer en tant que tels, hein, mais aussi, donc, comme je disais, les productions énergétiques ont des ouvertures possibles, on peut faire un certain nombre de choses, donc de les développer, de les expliquer. J'ai beaucoup travaillé avec un ami économiste qui intervient souvent aussi au Maroc et on a confronté les idées sur les évolutions économiques, donc ont été mises dedans, parce que je ne suis pas économiste, donc en fait c'est pas un livre d'historien, c'est pas un livre d'économiste, c'est un livre, et c'est pas un livre de politicien, c'est un livre qui veut engager au regard. Et évidemment, un élément important dans ces thématiques qui structurent le livre, c'est la question de la culture. C'est la question de dire que, eh bien, on a quand même un territoire qui a vécu à travers des tribus, qui a vécu des souffrances pendant un temps, qui a évolué et qui se reconnaît. Et c'est ça qui est incroyable. C'est un territoire où les populations se disent pleinement marocains dans leur spécificité de Sahraoui, par exemple, avec tout ce qui en décline, c'est-à-dire quand je dis la culture, c'est la question alimentaire, c'est la question de la place de la femme et de l'éducation, c'est la question des rapports sociaux en général, une multitude de choses. L'artisanat, par exemple, que j'évoque avec photo également, parce que à la différence d'un certain nombre de pays du monde où l'artisanat est un produit que l'on vend pour ceux qui ont des nostalgies du passé ou les touristes, là c'est de l'artisanat actif au quotidien. Parce que cet artisanat sert effectivement au quotidien et bien sûr sert aussi au tourisme. Donc il y a tous ces éléments-là où on va retrouver bien sûr, un besoin évident, c'est ce que je développe dans les infrastructures, un besoin évident de pouvoir se déplacer. L'aérien s'est développé, le routier s'est développé. D'ailleurs, c'est assez incroyable parce que j'étais à Darla au mois de décembre. La belle route à 2x2 voies était faite. Il y avait ce jour-là une tempête de sable et il y avait le contraste de ce que je connais un peu en Suisse, c'est-à-dire on a une belle autoroute avec de la neige qui vient couvrir. Ici, c'est avec du sable que ça vient couvrir. Et je trouvais ça formidable. Mais ça montre à quel point il y a eu une volonté, certes une volonté de la part de Sa Majesté, mais qu'elle se concrétise sur le terrain par l'action à la fois des Marocains et des Marocaines qui sont allés dans les provinces du Sud pour y travailler, mais à la fois par la population locale qui a pris en main son destin. Et ça, je l'ai rencontré à travers aussi les élus locaux qui l'ont fortement exprimé. Tout à l'heure, on parlait d'avenir. Pour conclure très rapidement, comment vous avez envisagé dans ce livre justement l'avenir du Sahara marocain en tant que hub atlantique africain? Alors moi, je crois que l'avenir du Sahara marocain, c'est ce lien. Autant on a toujours dit le Maroc est un pont entre le nord et le sud. Et pour le coup, le Sahara marocain donne une réalité à ce pont. C'est-à-dire que, en fait, lorsque Sa Majesté a voulu absolument, simplement sur la question du port de Darla Atlantique, réserver des parties et permettre à désenclaver le Sahel et permettre qu'il s'installe, que des entreprises s'installent, que le lien se fasse. On parle même d'une liaison ferroviaire avec les voisins mauritaniens dans les prochaines années. Tout ça fait que demain, non seulement c'est une part entière retrouvée qui s'était malheureusement par ce faux dossier perdu pendant quelques années du territoire marocain, de l'entité marocaine, mais en même temps un territoire dynamique qui vient compléter toute la dynamique marocaine qui existe et qui est reconnue par la communauté internationale. C'est quand même une référence que nous avons en termes de modèle d'efficacité et de clairvoyance qui est reconnue. Et ce n'est pas que des mots. On voit les pays qui, à travers les investisseurs qui viennent et qui passent des contrats importants et qu'il y a cette reconnaissance de cette capacité. Le Maroc d'aujourd'hui, j'ai plaisir à le répéter, le Maroc d'aujourd'hui, en 25 ans, a fait un bond de 50 années.
C'est vraiment quelque chose que l'on peut souligner parce que je pense qu'il y a la globalité du Maroc et, comme dit, la territorialité des provinces du Sud qui contribue largement à cela. En tout cas, un modèle marocain, un Maroc qui continue et continuera toujours à s'ouvrir vers le monde. Merci à vous, Monsieur Jean-Marie Haïd. Je rappelle que vous êtes écrivain et enseignant-chercheur. Vous avez publié Le Sahara marocain, terre de lumière et d'avenir. Et puis précédemment, l'ouvrage Mohamed VI, La vision d'un roi, action et ambition. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous, merci pour votre invitation. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.